Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Auteur du livre Les 50 plus grandes théories des philosophes français aux éditions Courrier du Livre. Alors, ce matin, Vincent, vous vouliez nous parler de fuite. Fuite de la réalité, on va voir ça, et notamment pendant les vacances. C'est une fuite de la réalité, c'est une fuite nécessaire, les vacances ? Ouais, la question est large. Moi, quand vous me dites ça, Laurence, j'ai toujours l'idée du Parisien qui, dès juillet, s'évade sur la Côte d'Azur. Donc, on l'imagine troquer les embouteillages pour le bronzage, le métro pour les mojitos. Mais est-ce que c'est vraiment une quête de bien-être ou bien une tentative de fuir la grisaille mentale ? Imagine un instant notre cadre sup, téléphone pro en main, qui tente de se détendre sur la plage tout en consultant ses mails d'un œil inquiet, et le pauvre réalise vite que la mer Méditerranée n'a pas le pouvoir d'effacer ses deadlines. Ouais, Montaigne, Laurence, Montaigne avait une idée brillante. Il disait, je cite, « Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui ». En fait, le voyage comme une occasion de se confronter à d'autres perspectives, de voir la vie autrement. Mais pour notre touriste stressé, limer sa cervelle pourrait bien se limiter à choisir entre une pizza à 4 fromages et une salade niçoise. Ajoutez à cela les situations cocasses des familles en vadrouille, les enfants impatients de s'amuser qui transforment la voiture en champ de bataille. Quand est-ce qu'on arrive ? La question classique qui tourne en boucle, tandis que les parents tentent désespérément de se convaincre que cette expédition vers le camping du coin est une évasion relaxante. Mais qui peut les blâmer ? La fuite en vacances est donc pleine de contradictions. Une stratégie pour se ressourcer, un moyen de voir la vie autrement, comme le disait Montaigne, mais aussi une tentative, peut-être vouée à l'échec, d'échapper aux soucis du quotidien. On peut fuir le bureau, mais peut-on vraiment fuir ses pensées ? Ça c'est une question philosophique. Et en même temps d'ailleurs, Vincent Cespedes, vous parliez là des enfants, etc. On se met une grosse pression. Il faut réussir ses vacances. Il y a une notion aussi d'obligation quelque part, de rentabilité. Exactement. Aussi. C'est vrai. Oui, il y a une pression croissante de la vie professionnelle. On est souvent tenté du coup de voir les vacances comme un remède magique pour se régénérer. Le niveau de stress au travail est à un niveau record, avec des employeurs qui placent souvent la responsabilité de la gestion du stress sur les employés eux-mêmes, mais qui ne changent rien aux environnements de travail toxiques. On se retrouve alors dans une situation où l'employé épuisé, rêve de fuite pour échapper à cette pression incessante. Mais que se passe-t-il lorsqu'on revient ? Les emails non lus, les tâches en suspens et le quotidien qui reprend de plus belle. Historiquement, la fuite a souvent été associée à la lâcheté, à l'incapacité d'affronter ses problèmes. Pourtant, il existe une autre lecture plus subtile. Prenons l'exemple de figures historiques qui ont su reculer pour mieux sauter, des généraux qui ont su battre en retraite pour préserver leurs troupes et finalement triompher. La fuite, dans ce cas, est un acte de sagesse, une stratégie pour préserver ses forces et revenir plus fort. Dans le contexte moderne, la fuite des vacances pourrait donc être vue non pas comme une dérobade, mais comme une pause stratégique. Pas une simple évasion, mais un acte de survie mentale, une étape essentielle pour se préparer aux batailles à venir. Ouais, c'est ça, les fameuses batailles. D'ailleurs, c'est pas anodin parce que là, ça fait quelques années, la tendance chez les Français qui partent en vacances, c'est plutôt vers le tourisme vert aussi, pas forcément le surtourisme. Il y a quoi ? Un besoin de se reconnecter à l'essentiel, comme on dit toujours. Oui. Il y a de ça, puis il y a aussi la décision. Parfois, fuir, c'est la décision la plus sage qu'on puisse prendre. Même, on pense à Churchill en pleine Seconde Guerre mondiale, qui s'échappait régulièrement dans ses jardins pour se ressourcer. Est-ce que c'était une lâcheté ? Non, c'était une manière de garder son esprit clair et ses décisions stratégiques. Les Français, eux, semblent avoir compris cette leçon. Chaque été, il fuit la grisaille des villes pour se réfugier dans la nature, sur les plages ou à la campagne. Abandon de la réalité ? Pas du tout. En réalité, il cherche à se reconnecter avec l'essentiel, la famille, la nature et des moments simples qui redonnent du sens à la vie. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, savoir ralentir, voire fuir temporairement est devenu un acte révolutionnaire. En fuyant, on se donne
révolutionnaire. Parce que précisément, Laurence, on se donne l'opportunité de repenser ses priorités, de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Après tout, comme le disait La Rochefoucauld, il faut toute une vie pour apprendre à vivre, et parfois s'échapper de la routine est la meilleure leçon de vie qu'on puisse s'offrir. Et c'est le philosophe qui dit ça, qui prend pas de vacances. Voilà, exactement. Mais c'est un peu des vacances dès que je vous parle, Laurence. Voilà. Et en même temps, on le sait, crise du pouvoir d'achat, forcément, les vacances sont de plus en plus courtes et resserrées pour beaucoup de Français. Donc, fuite, mini-fuite, comment on interprète ça alors ? Mini-fuite, on cherche tout simplement à maximiser chaque instant de repos. Et les vacances, comme pour Macron, comme d'ailleurs pour les Français, deviennent une sorte d'équilibre entre la nécessité de se ressourcer et la pression de rester actif. Est-ce que tout cela est une fuite ou une quête de sens ? C'est le paradoxe de notre époque cybermoderne. On cherche désespérément à échapper au stress tout en restant continuellement connecté à l'action. Ouais, c'est ça. Vous parlez de Macron. Bah oui, le président prend ses quartiers d'été. Enfin, à mon avis, il est très connecté au JO quand même. Mini-fuite. Très. Il y a pas que ça. Il y a la mini-trêve, il y a la crise sociale, effectivement la gestion des Jeux Olympiques à Paris et les tensions internationales. Tout ça fait de 2024 une année complexe pour le président, on peut le reconnaître. Mais à bien y regarder, ce silence de Macron pourrait être aussi perçu comme une esquive. Le président, qui aime tant se présenter comme un homme d'action, pourrait-il être en train d'éviter la confrontation avec les réalités brûlantes de la rentrée ? On pourrait alors se demander si ce silence n'est pas le signe d'une hésitation face aux choix difficiles à venir. Est-il un signe de force ou de faiblesse ? Macron semble jouer la carte du silence pour éviter le feu des critiques. Mais dans un monde où l'attente et l'inaction sont souvent synonymes de faiblesse, ce silence pourrait bien être son plus grand risque. Vous pensez que la trêve politique olympique, elle s'arrête demain soir ? Je pense qu'elle s'arrête demain soir. On va vouloir la faire durer, et la faire, exploser comme quelque chose de magnifique dans le monde. Mais la rentrée promet d'être chargée. Et puis à un moment, à force de fuir, les Français en démocratie peuvent vous acculer et vous obliger à répondre de vos responsabilités. C'est le rôle d'un chef de l'État, mais c'est le rôle de toutes les personnes et de tous les citoyens responsables. La fuite, ça va un temps et à un moment, il faut faire face. Voilà, sujet à la fois philosophique et existentiel. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Merci Laurence. Et on se retrouve bien sûr le week-end prochain pour la petite philo de l'été. Merci.